Auguste Ngomo Entertainment présente Code Renaissance, d'après un roman d'Auguste Ngomo, 4e épisode, Le général Oni, le maître du réseau Clépo. Chapitre 28, QG de l'Union africaine, Addis Abeba, Éthiopie 122 heures, avant. L'assistante administrative de l'administration de la Commission de l'Union africaine, une belle Camerounaise, prit en charge l'introduction de John au sein de la commission. Avec un sourire et un sérieux très professionnel, elle fit visiter aux Nigérians l'ensemble des bâtiments et les services de l'Union. Conscient de l'intérêt et de l'importance de chaque information, l'inspecteur notait consciencieusement tout ce qu'elle lui disait. La Camerounaise était d'ailleurs surprise par cette attitude étrange. Une première pour elle, aucun nouveau recrue ne prenait autant de notes à la première visite. Elle termina le tour du propriétaire par le célèbre Congo Hall, le célèbre restaurant-bar de la Commission de l'Union africaine. Un lieu où certains staffs avaient définitivement élu domicile et bureau sans que cela ne gêne l'administration de l'organisation. C'est ici que s'achève notre visite de présentation. Maintenant, vous connaissez un peu la Commission de l'Union africaine et son organisation. Oui, grâce à vous. C'est mon travail. Si vous avez besoin de la moindre information, n'hésitez pas à me contacter. Je n'y manquerai pas. On m'avait mis en garde contre le charme des Camerounaises. Je comprends maintenant. Hélas pour moi, je suis tombé sur le charme d'une véritable déesse camerounaise. La Camerounaise fit tout pour contrôler son sourire et son émoi, touchée par les paroles charmeuses du Nigérian. « Monsieur John, ne commencez pas, nous sommes des collègues. » Et alors ? La jeune femme se rendit compte qu'elle était en face d'un séducteur invétéré et qui trouvait toujours réponse à tout. Elle coupa court à la discussion en lui tendant une enveloppe. Vous trouverez à l'intérieur de cette enveloppe votre carte d'accès à l'enceinte de la commission et dans tous nos bâtiments, une lettre de demande d'ouverture de votre compte bancaire, votre laissez-passer, vos cartes de visite et compte tenu de l'importance de votre mission, une autorisation spéciale du président de la commission, vous permettant d'entrer dans n'importe quel pays sans visa. Vous parlez de quelle mission ? Je n'en sais rien, monsieur John Goldwyn, mais par expérience, je sais qu'une telle autorisation n'a jamais été délivrée par la commission. Votre mission doit donc être vraiment très exceptionnelle pour mériter de telles intentions. Tenez, voici ma carte de visite. Contactez-moi. Mais seulement pour des raisons professionnelles. Je n'en suis pas sûr. Au fait, faites attention, dans l'enveloppe, il y a 25 000 $ de frais d'installation et le contact de 3 brokers pour vous aider à rechercher un appartement ou un studio. Dites donc, je suis gâté ? Non, la colère du président a effrayé tout le monde. Quoi qu'il en soit, bienvenue à la Commission de l'Union africaine et en Éthiopie. Merci. La Camerounaise se retourna vivement, coupant ainsi toute nouvelle réplique, et se dirigea vers l'esplanade principale en direction de la banque. John allait la rappeler pour l'inviter à prendre un verre lorsque son téléphone sonna. Le nouveau, il décrocha rapidement avant la 3e sonnerie. Allô ? Allô? John Goldwyn? Oui. C'est le général Wilson. Mes respects, mon général. Je suis libre. Je vous écoute. Très bien. Chapitre 29, Touchbet, Addis Abeba, Éthiopie, 122 heures avant. Le chef des services de renseignement éthiopien lisait rapidement le dossier constitué par son agent. Grâce à sa grande et longue expérience dans le renseignement, il allait directement à l'essentiel. Les fiches d'investigation ayant été standardisées par lui, il savait exactement où chercher les informations essentielles. Ses nombreux hochements de la tête indiquaient clairement qu'il appréciait non seulement la qualité du travail de son agent, mais aussi la précision des renseignements collectés à ce stade. Avant de refermer le dossier, il consulta encore quelques clichés très parlants, puis avec un sourire satisfait, leva la tête vers l'agent. Bravo, c'est du très bon travail. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, chef. Bon, je vois que nous avons affaire à un très grand professionnel et à une pointure exceptionnelle. La vraie question est de savoir si Monsieur John Goldwyn est un allié ou un ennemi. Le chef but une longue gorgée de teuch, un alcool éthiopien à base de miel fermenté, puis il reposa sa petite bouteille traditionnelle de forme ovale qui sert le plus souvent à consommer cette liqueur.
L'agent spécial ne répondit pas à son chef. Par expérience, tous ces agents savaient que leur chef se posait en fait la question à lui-même. Et en fonction du niveau de confiance qu'il portait à son agent, sa réflexion se faisait à haute voix s'il était en confiance et silencieusement dans le cas contraire. Bien, récapitulons les points qui peuvent nous lier. Le Nigeria et l'Éthiopie sont des alliés de longue date dans le renseignement et nous échangeons régulièrement des informations sensibles et secrètes. Ensuite, nous sommes encore alliés contre le projet de l'autorité de l'Union africaine élaboré et lancé par le président Kadhafi. A priori, ce gars pourra être de notre côté. Oui, mais est-il encore actif? En venant à l'Union africaine, il souhaitait commencer une nouvelle vie. Aucun pays au monde ne libère du service actif un agent de cette pointure. Il est toujours actif, peut-être dormant, mais il peut être réveillé à tout moment par son pays. Je pense qu'on peut le considérer comme un allié tacite. Qu'en penses-tu? Chef, votre raisonnement se tient. Parfait. As-tu réussi à l'infiltrer? Oui, Totalement? oui, Est-il en confiance? je crois que oui. Excellent travail. Est-il sous écoute? Oui, Parfait, parfait. Coupa le chef avant la fin de la phrase de son agent. Celui-ci revient à la charge presque aussitôt. il est sous écoute, mais pas par nous. Comment ça pas par nous? Par qui alors? L'Union africaine? Ils n'ont pas l'équipement nécessaire. Qui alors? Nous n'en savons rien à ce stade. Hier, j'ai juste eu le temps, à l'aide de mon portable, de vérifier cette situation. Il est sous surveillance et il y a même des caméras dans sa chambre. Le sait-il? Je n'en sais rien, je ne crois pas. Le chef but encore quelques gorgées. La bouteille traditionnelle était maintenant vide. D'un geste, il indiqua au serveur d'apporter une autre bouteille de tush, puis il reposa la première bouteille sur la table basse du bar. C'est un vrai souci. Nous devons savoir par qui il est surveillé. Si ce n'est pas nous et la commission qui peut bien le surveiller. Tu as une idée? Aucune, chef. Ok, je te confie cette mission. Trouve les gens qui le surveillent. Va maintenant et reste sur tes gardes. Alem vida sa bouteille de tush, se leva, salua son chef et se dirigea vers la sortie. Elle avait un contact à relancer de toute urgence. Derrière elle, son chef se mit à remplir sa bouteille traditionnelle de tush. La soirée ne faisait que commencer. Chapitre 29b, Delta du Niger, Nigeria, 3600 sous 28 heures avant. Le général Oni manipula son arme de poing avec une grande nervosité. Ses mains humides et grasses glissaient à chaque fois sur l'acier froid du magnum. Son inquiétude était d'autant plus grande que sa décision reposait sur un test extrêmement éphémère. Même s'il considérait le capitaine Ike comme un soldat loyal, il devait le soumettre à un test ultime pour qu'il fasse enfin partie de la famille. Il devait être aussi pourri et corrompu qu'eux. Ike devait abuser de cette fillette et devenir un pédophile susceptible d'être jugé par un tribunal africain ou international. S'il ne le faisait pas, il se verrait obligé de le tuer séance tenante et de trouver un nouvel adjoint aussi compétent. La situation était d'autant plus embêtante qu'il n'avait personne sous la main pour remplacer Ike au pied levé. À nouveau, il vida le chargeur du pistolet et reprit l'opération de nettoyage et de recharge pour la énième fois. Tu crois qu'il va le faire? Sa question s'adressait à Fifi la Togolaise, l'âme damnée et la conseillère occulte et mystique du général. Fifi se leva, s'approcha du général et se plaça derrière lui. Ses deux fines mains se posèrent sur ses épaules. Tout en le massant doucement, elle lui répondit « Je ne sais pas. Il a un tel niveau de moralité et d'éducation que parfois je me demande ce qu'il fait ici avec nous. J'ai la même impression. Mais tu sais, c'est parfois pénible et difficile d'être entouré et de vivre en permanence avec des crapules ignorants et incultes. Lui, au moins, a quelque chose d'intéressant. J'espère qu'il le fera. Moi aussi, je l'espère. Je l'aime bien, ce petit Thibaut. Ce serait vraiment dommage de le perdre. » Brusquement, le massage de Fifi se fit plus rugueux, plus douloureux. D'un geste violent, le général se dégagea en hurlant, renversant au sol les balles qui se trouvaient sur la table. « Hé, Fifi, tu me fais mal, c'est quoi ton problème? » Nullement intimidée et sans se démonter, elle répondit au général. « C'est toi mon problème. Tu me négliges à cause de cette petite bordelle de Congolaise. » Le général se redressa et fixa la Togolaise, puis répondit « Fifi, tu es maintenant trop vieille pour moi.
Trouve-toi un homme de ton âge. » La Togolaise, les yeux tout en élevant la voix, tira son chemisier vers le bas, relevant de magnifiques seins fermes et dressés. Du haut de ses 24 ans, elle était incroyablement belle et attirante. Cette petite bordelle a ça? Le général ne put s'empêcher de regarder les deux merveilles et le début de ventre plat qui s'annonçait. « Non, elle n'a pas ça. Mais elle au moins est étroite et ferme. Alors que toi, tu es trop large, vraiment trop large. » Le visage de la jeune femme se figea de douleur. L'insulte était trop forte pour elle. Des larmes jaillirent aussi de ses grands yeux marrons. Son regard, rougi, exprimait maintenant une grande tristesse. « Tu es vraiment un vrai salaud. » En larmes, elle se retourna et se précipita vers la sortie. Dans sa fuite, elle bouscula Sani, l'homme de toutes les basses besognes du général. Sous la violente poussée de la femme, l'homme tomba à la renverse. La Togolaise sortit en larmes, sans prêter attention à l'incident qu'elle venait de provoquer. Le général laissa son homme se relever, ajuster sa tenue avant de l'interroger. « Alors, il l'a fait ?»« Oui, mon général. » Le général parut surpris. « Vraiment ?»« Oui, chef. Il l'a baisée violemment plusieurs fois. Et la petite hurlait et pleurait comme un bébé. »« As-tu vérifié après? As-tu filmé? As-tu pris des photos? » Oui. Elle saignait abondamment. J'en ai même sur les doigts. Je te l'ai même emmené pour que tu puisses le confirmer toi-même. » Le général regarda avec attention les doigts maculés de sang de son homme, puis satisfait, il retourna à sa table de travail. Il se sentait enfin débarrassé d'un très lourd fardeau. Ike était maintenant un des leurs. C'était un homme de confiance sur qui il pouvait compter à partir d'aujourd'hui. Il caressa son fétiche favori. Encore une fois, son gris-gris l'avait aidé à prendre de bonnes décisions. Il fixa encore les doigts de Sani. Il sentait monter en lui une très forte excitation. Quelque chose de purement bestial. « Sani, fais-la entrer dans la chambre avant que tout le sang ne sèche. » Chapitre 30. QG de l'Union africaine, Addis Abeba, Éthiopie, 118 heures avant. John regarda sa montre. Elle indiquait 22 heures. Il respira un grand coup, puis se leva. Le bâtiment C était maintenant vide depuis plus d'une heure. Il ajusta ses gants de cuir noir et enfila une cagoule de la même couleur. Il sortit de la poche de son blouson un trousseau de clés. Son agent support avait réussi à faire les doubles des clés de la salle de réunion de la direction de l'administration, de celle du directeur, des clés du service d'archivage de cette direction et, petite cerise sur le gâteau, des clés de la banque. Afin de pouvoir rester discrètement dans l'enceinte de l'Union, il s'était enfermé dans la salle de réunion de l'administration, attendant patiemment le départ des derniers de staff. À sa grande surprise, les derniers à partir, vers 21h30, étaient le directeur de l'administration et le chef de l'unité des assurances et du bien-être du personnel, tous deux d'origine libyenne. Maintenant, la voie était libre. John se dirigea vers la porte, introduisit la clé et la fit tourner silencieusement. La porte se déverrouilla. Après avoir regardé discrètement dans les deux sens du couloir, il se glissa prudemment dans le couloir. Une lumière vive éclairait le couloir. Sans attendre, il se dirigea vers la pièce dédiée aux archives du personnel. Il ouvrit rapidement la porte, entra et la referma derrière lui. Profitant de la lumière du couloir qui passait par-dessous la porte, il sortit sa lampe de poche et l'alluma. Avec surprise, John remarqua que pour un site aussi sensible, il n'existait aucune mesure de sécurité spécifique et aucune alarme anti-intrusion. Le faisceau de sa lampe de poche éclaira la pièce. Elle était occupée par 2 bureaux, 2 ordinateurs, une imprimante, un photocopieur et quelques classeurs et quelques armoires métalliques. Grâce au plan communiqué par son agent de liaison, il savait exactement où aller. Il se dirigea vers la seconde porte. Cette porte non plus n'était pas fermée. En entrant dans la salle des archives, il remarqua tout de suite l'importance du nombre de classeurs métalliques. Son informateur lui avait indiqué que le système alphabétique était celui utilisé pour le rangement des dossiers du personnel. Il avait 2 dossiers à lire, celui d'Hussein Okocha et celui d'Alfred Nkonje. Il se dirigea vers un bloc d'armoire métallique, utilisant sa lampe torche pour lire les étiquettes alphabétiques des blocs d'acier. Il repéra rapidement les coffres qui l'intéressaient. Il s'approcha du premier et tira. Le tiroir métallique en couvrit malgré la présence d'une serrure.
John fut choqué par l'entendu de la négligence sécuritaire de la commission. Fouillant rapidement les dossiers, il tomba sur celui d'Okocha. Il le sortit du bloc, fit un grand espace entre les dossiers pour repérer l'endroit exact où il devrait remettre le dossier. Laissant le tiroir ouvert, il se dirigea vers la deuxième armoire, retira le deuxième dossier et procéda de la même manière pour le repérage. Il se dirigea ensuite vers la petite table de travail de l'employé des archives, s'installa et commença à consulter les deux dossiers. Le classement des documents se faisant des plus récents aux plus anciens, il remarqua tout de suite une information très importante. Elle était la même dans les deux dossiers. John fit une moue inquiète. Il tenait enfin une piste sérieuse mais inquiétante. Chapitre 31, bidonville de Kibera, Nairobi, Kenya, 190 heures avant. À bout de souffle, le jeune Yéménite s'engagea dans une ruelle extrêmement sombre. Il n'avait plus le choix. Son rythme cardiaque était intenable et ses poumons allaient exploser. Il s'accroupit pour reprendre son souffle, mais surtout calmer la peur panique qui s'était emparée de lui. Tout le corps de Kemal tremblait de peur. 10 minutes à peine avant sa folle course, il avait vu son mentor, l'imam Abdul Hussein, se faire tuer de sang-froid par 3 braqueurs. Ces derniers n'avaient même pas posé de questions ou demandé de l'argent. Ils l'avaient simplement abattu de 2 balles en plein front avant de fouiller son cadavre. C'était une nouvelle méthode de braquage venant droit de la terrible ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Avec cette nouvelle technique, les braqueurs éliminaient les temps des menaces et de négociations avec leur proie. Car les Africains, même menacés par une arme, essayaient toujours de supplier, de se débattre et de négocier. Ce genre de comportement allongeait inutilement le temps des opérations et augmentait les risques de se faire repérer par des témoins ou pire, par les forces de l'ordre. Tuer les proies permettait de réduire et le temps et les risques, étant entendu que les morts ne négocient pas et ne se débattent pas. Si la méthode était efficace et expéditive, par contre, parfois la vie d'un homme ne pouvait peser que les 50 cents que les braqueurs trouvaient dans les poches du mort. Kemal n'avait eu la vie sauve qu'au fait qu'il s'était éloigné de 100 mètres pour uriner dans une petite ruelle sombre. 2 coups de feu l'avaient fait bondir, répandant de l'urine sur son djellaba. Il avait vu en direct l'exécution de son maître, l'imam Abdul Hussein. Malgré la noirceur de la ruelle, il avait vu un braqueur fouiller le cadavre de l'imam pendant que les 2 autres surveillaient chaque bout de la ruelle afin de dénicher d'éventuels témoins du crime. C'est au moment où les brigands allaient y partir que tout avait dérapé. Un sale chien de rue s'était réveillé et s'était mis à aboyer, attirant l'attention des brigands sur lui. Se croyant repéré, il s'était enfui rapidement dans la première ruelle qui s'était présentée à lui. Il tenait fermement 2 précieux sacs. Les brigands avaient aperçu le mouvement et s'étaient aussitôt lancés sur ses pas car une autre règle des nouveaux braqueurs affirmait « pas de témoins, pas d'arrestation ». La folle course dura 10 minutes jusqu'à ce petit refuge. Maintenant, il se sentait en sécurité et rassuré, car il n'entendait plus de pas de course. Il avait réussi à semer ses poursuivants. En silence, il ouvrit un des sacs et sortit un pistolet Magnum en acier chromé. Il vérifia le chargeur, l'arme était prête à être utilisée. Avec un petit clic métallique, il releva le cran de sécurité. Kemal ne regrettait pas d'avoir fui lorsqu'il avait assisté à l'assassinat de son maître. L'histoire retiendrait que ce grand imam était mort en martyr dans le cadre de l'opération Renaissance africaine. De plus, on ne sauve pas les morts, on les enterre. Maintenant, sa mission était de mettre ces 2 gros sacs en lieu sûr. Il se redressa et scruta rapidement les 2 bouts de l'étroite ruelle. Personne. Kemal mit les 2 sacs en bandoulière, serra son arme et s'avança prudemment vers la sortie de la ruelle. Il effectua quelques pas et très vite, il entrevit la faible lueur des réverbères de la rue principale et les bruits de la circulation. La foule de la rue principale allait lui servir de protection contre les braqueurs. Tout se passait pour le mieux. Il accéléra le pas pour rejoindre la grande rue. Kemal sentit d'abord une légère piqûre sur le flanc gauche, puis une immense morsure. Le poignard d'un des braqueurs venait de s'enfoncer profondément dans sa poitrine, transperçant son cœur. Surpris par l'attaque, le Yéménite s'effondra sans un cri. Le brigand récupéra les 2 sacs puis fouilla rapidement le cadavre. La récolte fut très fructueuse. $2000, un passeport diplomatique, une clé de chambre d'hôtel,
le Panari Hotel et un Magnum. Les prises étaient excellentes. Il siffla en direction des 2 autres complices et ceux-ci rappliquèrent aussitôt. Enfin regroupés, près du cadavre, le tueur ouvrit le premier sac. Il contenait un ordinateur portable. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sac, tous les visages s'illuminèrent de surprise. Le sac était plein de billets de banque, des coupures de 100 $ américains. Leur nouveau chef, Abio Djokte, allait être heureux, très heureux. Mais en attendant, il devait aller nettoyer la chambre d'hôtel. Chapitre 32, Nairobi, Kenya, 3512 heures avant. Ike savourait son plat d'arachide avec une délectation de gourmet. La banane plantain mûr et pillé donnait au mets une saveur inégalée. D'un revers de la main, il balaya les grains de riz qui encombraient le coin de sa barbe naissante. Il prit encore une autre bouchée de viande de pangolin du Cameroun avant de parler. « Kalonzo, le général m'avait averti que tu accueillais très bien tes invités. Mais là, vraiment, je dois dire que tu fais fort. » Heureux, le Kenyan se fendit d'un grand sourire satisfait. D'une voix légèrement nasillante, il répondit à son supérieur. « Tu n'as pas encore tout vu. Je t'ai réservé une de ces surprises, tu n'en diras des nouvelles. 2 belles Somaliennes et 2 belles Soudanaises, musulmanes de surcroît, rien que pour toi, tu vas vraiment te régaler. » Merci, Kalonzo. Dis-moi comment vont les affaires du général ? Très bien, très bien, capitaine Ike. J'ai préparé plusieurs grosses malles d'argent que vous pourrez ramener après. Bien. Et comment marchent tes affaires ? La question surprit l'homme. Sa bouche entr'ouverte laissa voir des morceaux de viande mâchée. Je ne comprends pas ? Oh que si, Kalonzo, tu me comprends très bien. Rapide comme un reptile, Ike sortit son arme de son étui et tira une balle dans la tempe de Kalonzo. L'homme s'effondra dans son plat d'ougali. Sani sortit aussitôt son pistolet mitrailleuse et le braqua sur les 2 autres assistants de Kalonzo. Tout en tremblant de peur, les 2 hommes levèrent les mains. « Et toi, Ignace, comment marchent tes affaires ?» La question du capitaine Ike ressemblait étrangement à celle qu'il venait juste de poser à Kalonzo. Ignace se mit à prier, en larmes. Ike lui laissa le temps de finir son « Notre Père », puis l'abattit à bout portant de 2 balles dans la tête, sous le regard satisfait de Sani. Tout en observant le dernier assistant, encore en vie, le capitaine Ike prit 2 bouchées de riz recouverts de sauce d'arachide. Son arme posée sur la table pointait déjà l'assistant. Ce dernier, pris d'une peur panique, avait uriné sur lui. « J'ai posé une question. Qu'as-tu à répondre, Abio Djokte ?» L'homme, tel une merde, s'effondra au sol et en larmes, tremblant de peur et se mit ramper telle une larve vers Ike. « Pitié, Ike, ne me tue pas. Je serai ton esclave pour la vie. Maître, aie pitié de moi. Pitié. »« Esclave à vie, dis-tu » ?« Oui, Ike, esclave à vie, moi et ma famille. Ne me tue pas, maître. » Le capitaine Ike reprit l'arme qu'il avait posée sur la table, tout en observant avec dégoût un Abio Djokte en lamentation. Complètement affalé au sol, il se roulait dans son urine, maintenant taché du sang des 2 cadavres qu'il avait autour de lui. Ike arma son pistolet et dans le même mouvement, tira et abattit Sani d'une balle dans le front. Abio Djokte hurla au coup de feu. Mais bien vite, il se rendit compte que la balle ne lui était pas destinée. « Lève-toi, Djokte, viens près de moi et assieds-toi à toi. Nous avons à parler. » Péniblement, l'homme se redressa, tremblant et mouillé. Tout son corps était tremblant et courbaturé par la peur. Il s'effondra sur une chaise et croisa le regard vitreux de Sani. Ses yeux, grands ouverts et figés par la mort, exprimaient encore sa stupeur au moment du tir. Une puissante remontée de bile contraignit Djokte à vomir tout son plat de mafé. Ike l'observait, écœuré par tant de couardises. Ces petits caïds donnaient facilement la mort aux autres, mais lorsqu'il s'agissait de la leur, ils se transformaient en véritables larves humaines. « Écoute-moi bien, Djokte, je ne me répéterai pas. Tu m'entends ?» Son visage livide, couleur cendre, était celui d'un mort en sursis. La voix faible et cassée de l'homme parvint à se glisser difficilement le long de la gorge, irritée et brûlée par l'acide de la bile. Elle avait même du mal à passer à travers la bouche sèche du brigand. « Oui, maître. » « Je fais de toi le nouveau chef du réseau des pays de l'Est du général Oni. Tu ne devras obéir qu'à moi seul. C'est le prix de ta vie et de celle de ta famille.
Comme tu le vois, je suis sans pitié. M'as-tu compris? Oui, maître. Maintenant réunis tes hommes, je vais leur parler. Mais avant, change-toi, tu n'es pas présentable. L'homme se leva, flagellant et encore sous le choc, se dirigea vers la porte d'entrée. Lorsqu'il fut sorti, Ike prit son téléphone et composa un numéro spécial. La boucle était bouclée. Les réseaux du Nigeria, du Cameroun, du Congo-Kinshasa et du Kenya, qui pesaient 95%, étaient bien identifiés. Le reste allait être facilement récupérable. La tonalité indiqua que la connexion avait été établie. Une voix masculine répondit à l'appel d'Ike. Bonsoir Abiola, c'est Ike. Bonsoir Ike, comment vas-tu? Ça va, ça va. As-tu reçu les dossiers complets et les plans? Oui, tout est ok. C'est une véritable bombe. On attendait ton feu vert pour récupérer ce beau monde. C'est bon, vous pouvez y aller. Parfait. Tu as quelle heure en ce moment chez toi? Ici, il est 23 heures. Chez nous, il est 20 heures. Nous lancerons l'opération à minuit pile. Il sera 3 heures du matin chez toi. On se contacte 6 heures après l'opération. Parfait. Allez, bonne opération. Bonne soirée à toi aussi, Ike. Il raccrocha le téléphone portable et composa aussitôt un autre numéro. Il attendit quelques secondes, puis parla. Bonsoir, mon général. Bonsoir, John, et félicitations. Je viens juste de lancer les opérations en coordination avec les services spéciaux des autres pays. Tu rentres quand? Demain, j'ai une dernière chose à faire ici. Ok, mais fais attention. Comme toujours, mon général. Le général raccrocha et John Goldwyn rangea son arme encore tiède dans sa ceinture, prit le pistolet mitrailleuse de Sani et se dirigea vers la porte d'entrée. En bon agent des services secrets du Nigeria, il savait que contrôler les réseaux de grand banditisme pouvait toujours s'avérer utile, surtout en tant que source d'informations, de fourniture d'armes et de liquidités financières. Sachant que cette zone du continent était le ventre mou du continent, maîtriser une grosse structure, telle que celle-là, pouvait s'avérer intéressante par la suite. Il allait donc mettre le réseau du général Oni à son service et donc indirectement au service de la République fédérale du Nigeria, son employeur. Chapitre 33, Abuja, Nigeria, 123 heures avant. Comme à son habitude, avant chaque réunion du comité de crise des services secrets, le général Wilson ouvrit son armoire spéciale, sortit une bouteille de whisky et un verre de cristal. Il se servit abondamment, rangea la bouteille et avec son verre plein, il se dirigea vers la table de réunion ovale. Il s'assit, but une longue gorgée, puis posa son verre devant lui. Il scruta la salle pour vérifier que toute son équipe de choc était bien là. Le général avait appelé son équipe dès que l'avion de chasse de la Royal Air Force s'était posé sur le tarmac militaire d'Abuja. Tous avaient accouru à la réception de son SMS. Bon, la séance est ouverte. Colonel Ahmed, faites-nous le rapport. Merci, mon général. Voici les résultats envoyés par nos collègues de Grande-Bretagne. En parlant, il appuya sur une télécommande et des images défilèrent sur un grand écran plasma. D'après les résultats effectués par un laboratoire scientifique anglais, notre terroriste aurait séjourné pendant les dernières 48 heures au Sud-Soudan, au Kenya, en Éthiopie et au Nigeria. Mais la flore intestinale et pulmonaire nous indique clairement que son pays d'attache réel est la Somalie, plus précisément Mogadiscio. Cette information peut être considérée comme valide car le faux passeport qu'il détenait faisait partie d'un lot dérobé par les pirates somaliens lors de l'arraisonnement d'un bateau commercial. Donc, une partie de la compréhension de cette histoire se trouve en Somalie. Mon général, si je puis me permettre. Oui, vas-y. Nous ne connaissons pas encore tous les contours de cette étrange affaire, mais déjà nous sommes très loin des modes opératoires des terroristes somaliens. Assassinat avec des produits rares et surtout hors de prix. Mourir en martyr pour éviter tout interrogatoire. Je pense que nous devons mettre ce dossier au niveau 5. Niveau de priorité absolue et de sécurité nationale. Je suis de ton avis, reprit le général. Ce dossier devient notre dossier prioritaire. Appelez-moi John tout de suite. Chapitre 34, Union africaine, quartier général, Éthiopie, 117 heures avant. Après l'étude approfondie des dossiers des 2 fonctionnaires décédés, John s'était rendu à la banque commerciale éthiopienne. Pendant son déplacement nocturne, il n'avait croisé aucune patrouille de surveillance de nuit.
De plus, les portes centrales d'accès au bâtiment n'étaient pas fermées à clé. Même si ces manquements sécuritaires facilitaient grandement son travail, il était de plus en plus agacé qu'une organisation de la taille de l'Union africaine ait un système de sécurité si faible, si permissif. Et plus que tout, il était en colère par ce qu'il voyait sur l'écran d'ordinateur qu'il consultait. Les comptes des 2 fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine avaient vu transiter des milliers d'euros et des millions de dollars. Ils assuraient des virements discrets dans différents pays d'Afrique. Guinée équatoriale, Gabon, RDC, Nigeria, Congo, Angola. John se doutait que de telles manœuvres n'étaient possibles qu'avec l'appui de certains complices éthiopiens. John imprima la liste des virements et des comptes bancaires concernés. Les informations qu'il avait maintenant en sa possession lui indiquaient qu'il était en face d'une affaire criminelle à l'échelle continentale. Il récupéra les 13 pages qu'il venait d'imprimer, puis éteignit l'ordinateur et l'imprimante. John était déçu par les 2 fonctionnaires de l'Union africaine. Ils avaient déshonoré l'organisation panafricaine car finalement, ils n'étaient que de vulgaires terroristes recrutés en Afghanistan lors d'une longue formation et ils avaient ensuite, grâce à leur nationalité, réussi à infiltrer l'Union africaine. Dans l'immédiat, il devait transmettre ces fichiers à son agent support pour que les services de renseignement nigérians identifient rapidement les destinataires des différents virements. Et ensuite, il devait s'organiser pour se rendre de toute urgence en Somalie.